je pense qu'on va pouvoir commencer, s'il te plaît. Ok, ça part normalement. Super, merci. Ah oui, c'est bon. Top. Bon, bah super. Du coup, bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas encore vu qui s'étaient connectés là. Donc, je vous présente donc là, on va dire la première séance de Journal Club. Donc, en gros, après avoir discuté avec la plupart d'entre vous, ce que je peux vous proposer là par l'intermédiaire de cette petite, cette veille scientifique, c'est de pouvoir traiter des thématiques auxquelles vous serez confrontés en fait pendant les restaurations, ou auxquelles vous êtes déjà confrontés. En regroupant à la fois donc, des résultats bibliographiques issus de recherches vraiment purement scientifiques et aussi des retours d'expérience qui ont été adaptés et vérifiés sur le territoire brétilien ou plus généralement breton ou à côté. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc oui, là c'est la première. Grosso modo, j'ai préparé une petite présentation. Je devrais parler pendant 20-25 minutes max. Et j'ai prévu 1 heure parce que j'espère qu'il y aura quelques échanges. Je sais qu'en visio, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément optimal pour pouvoir intervenir, mais franchement, n'hésitez pas. Faut me couper la parole, on se connaît bien, je le prendrai pas mal. Au contraire, ça va me faire plaisir si vous intervenez. Donc voilà. Donc on va commencer là dans le vif du sujet. En gros, aujourd'hui, je voulais traiter un peu la particularité de la forme du lit des cours d'eau en tête de bassin versant. Et il y a pas mal de liens entre le gabarit et la rugosité qui a été démontré. Donc là, grosso modo, à gauche, là, je vous ai remis les 4 grandes formes de lit des petits cours d'eau de tête de bassin versant qu'on retrouve souvent à la fois en situation naturelle et aussi pendant ou après vos restaurations. Donc en gros, il y a soit des gabarits de lit qui ressemblent plus à des formes rectangulaires, donc on dit avec des berges abruptes, des gabarits de lit quasi à la rectangulaire, donc avec des berges subverticales, donc ça c'est presque à 90 degrés. Des gabarits de lit en pente douce et des gabarits de lit, alors des systèmes un peu plus complexes, subverticales puis pente douce. Et en gros, là, le déroulé d'aujourd'hui, ce sera, vous avez sûrement entendu pas mal de personnes répéter, dont moi, qu'il faut essayer de préconiser donc, des berges basses et subverticales pendant les restaurations. Et on va essayer de voir une démarche là, pourquoi on n'arrête pas de répéter ça en fait. On va voir d'abord, à la fois que c'est cohérent en fait avec le gabarit des cours d'eau de tête de bassin en situation de référence. On va voir aussi des principes un peu plus physiques en démontrant que ça permet d'augmenter la rugosité du lit. Et enfin, que ça évite. Alors attendez, je vois, il y a un message dans la. Ah oui, non, ok, c'est bon. C'était Pauline qui intervenait, mais apparemment vous m'entendez tous, donc super. Et donc oui, je terminais là-dessus. Je disais qu'aussi, préconiser des berges basses subverticales, ça permettait d'éviter les surlargeurs à plein bord. En fait, on va commencer par là, parce que la plupart des dysfonctionnements observés post-restauration, eh ben, ça provient du surdimensionnement du gabarit. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un agent de l'OSB qui est assez connu et qui a vu de nombreuses restaurations pour pouvoir avoir un vrai avis dessus. En fait, ça, c'est assez simple, parce que si vous regardez sur les schémas de gauche, je vous ai remis des petites étoiles pour marquer les pleins bords. Donc en fait, la définition du plein bord, c'est le point d'inflexion de la berge avant débordement dans le lit majeur. Donc ça, c'est quelque chose qui a été défini scientifiquement et qui est repris dans la plupart des protocoles techniques. Et en fait, on voit bien que quand on a des berges abruptes ou subverticales, par rapport au gabarit de lit qu'on a estimé au début, et ben, le plein bord, il est plutôt cohérent avec ce qu'on voulait. Tout de suite, quand on va faire du retalutage en pente douce, on va élargir le plein bord parce que du coup, en fait, on élargit la section avant débordement. Et le dernier point sur les systèmes un peu plus complexes, subvertical et pente douce, on voit souvent ça, on le voit dans les restaurations, c'est quand vous avez laissé les conducteurs de pelle tout seuls un peu trop longtemps et qu'ils ont eu tendance à surcreuser le lit, ou même que vous, des fois, vous aviez préconisé de surcreuser, et puis en fait, sur le terrain, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas judicieux. Du coup, souvent, vous avez tendance à vouloir retaluter les berges après pour pouvoir essayer de redonner un petit gabarit. Donc c'est un peu une mesure, on va dire, pansement, mais on voit qu'au niveau des pleins bords, ça explose les scores, donc c'est pas terrible. Surtout que ça se retrouve assez rarement dans les situations de référence. Donc là, en fait, on va passer justement sur un retour d'expérience qui a été fait par Maxime Galino en 2019. Je ne sais pas si certains d'entre eux doivent le connaître. C'était un stagiaire qui était à la DR de l'OFB. Et en gros, il a étudié beaucoup
de petits cours d'eau sur 50 stations de référence en Bretagne. Donc en fait, quand on dit station de référence, là j'ai répété 2-3 fois, grosso modo, c'est défini, c'est comme des stations en fait qui cumulent pas mal de critères qui permettent d'assurer en fait le bon fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Donc en fait, ça veut dire que sur la station, il n'y a pas de rectification, il n'y a pas de recalibrage, il y a une continuité écologique qui est avérée sur tout le long du bassin versant. Il n'y a non plus pas de drainage sur la station et très peu sur le bassin. En fait, grosso modo, il faut que le bassin versant il soit préservé. Et il faut aussi que le cours d'eau il ait une connectivité latérale avec ses zones humides, ses annexes hydrauliques. Il faut qu'il ait du bois en rivière, etc. Enfin, vous imaginez tous les cours d'eau qui fonctionnent bien. Enfin, vous faites une représentation d'un beau petit cours d'eau qui fonctionne bien. Bah, en gros, c'est ça une station de référence, quoi. Et du coup, Maxime, il a étudié sur 50 stations de référence, je disais, il a fait la typologie de plus de 500 berges, donc ça donne des résultats assez intéressants sur des petits cours d'eau. Et donc ces résultats, ils montrent vraiment une nette dominance des berges subverticales à abruptes, donc là à 76%. En fait, il a, rappelez-vous, là je repasse, rappelez-vous, subvertical, abrupt, c'est assez proche sur le terrain. Du coup, il a préféré regrouper les deux pour éviter d'avoir un biais opérateur pour que sa méthode elle soit reproductible. On voit qu'il y a du coup que 13% des berges en pente douce associées à une banquette, on en parlera après. Et là, vous voyez le 1,6% des berges subverticales puis pente douce. Donc en fait, c'est les mesures pansement qui sont faites des fois pendant la restauration. Bah, on voit que ça apparaît quasiment jamais en fait dans les situations de référence. Et du coup, ces résultats-là, il est assez intéressant parce que donc ces 76%, là, je mettais qu'en fait, c'était vraiment une nette dominance. Et ça s'oppose souvent à des publications donc, qui prônent un peu le façonnement des berges en pente douce pour la colonisation de la végétation hygrophile. Alors ça, c'est assez vrai pour les cours d'eau vraiment des rangs supérieurs, donc genre des rangs 3, des rangs 4, fait des grands cours d'eau. Par contre, les petits cours d'eau, qui sont assez peu connus de la biblio sur les méthodes de restauration, on va dire vraiment purement scientifiques, et ce qui est préconisé dans la biblio scientifique, ça, des fois, ça peut poser question, parce que là, on voit que sur le territoire brétilien, c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Là, dans le graphique à droite, c'est intéressant parce qu'il a étudié du coup les berges donc subverticales à abruptes en fonction du contexte de la géologie, enfin du substrat dans lequel le cours d'eau s'écoule. Et en gros, on voit que dans un contexte argileux, les berges subverticales à abruptes elles dominent nettement, donc pareil à 70% là. Donc ça c'est assez intéressant parce que nous en Ille-et-Vilaine, la plupart des petits cours d'eau que vous faites, c'est dans des contextes argileux. Et du coup, ce résultat-là, à 70%, il paraît en fait assez cohérent parce que les argiles, c'est des matériaux cohésifs qui sont difficiles à éroder. Donc en fait, quand le cours d'eau il circule à l'intérieur de ces argiles-là, il a tendance à créer du coup des berges assez abruptes, quoi. Et je vais faire un petit point aussi sur les berges. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait des berges sur des situations de référence qui présentaient des banquettes. Donc là, quand je dis banquette, il a étudié à la fois des banquettes minérales et végétales. Là, il n'a pas fait la distinction, c'était les deux formes. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'en gros, là, donc sur les berges qui présentent des banquettes, il y a 32% des berges qui présentent des banquettes qui sont en pente douce, et tout le reste, en fait, 67% des berges qui ont des banquettes, et ben en gros, elles sont soit à la subverticale, soit à brute. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'on entend souvent des idées reçues comme quoi les banquettes, elles tiennent pas sur des berges abruptes. Genre moi, j'ai déjà entendu plein de fois, genre je fais du retalutage là sur mon petit cours d'eau parce que sinon la banquette minérale que je mets, elle va pas tenir, ou la banquette végétale. Bah en fait, c'est faux. Là, on voit que c'est assez démontré en plus. Enfin, c'est faux. Ça dépend du contexte, mais en tout cas, c'est pas tout le temps vrai. Que ça va surtout dépendre du maintien. La banquette, elle va surtout dépendre de la végétalisation qui est faite dessus, en fait, ce qui va permettre son maintien, et non pas de la pente de la berge à côté. À droite, je vous ai mis un petit lien du coup entre je fais une pause là, faut pas hésiter à m'interrompre hein, si vous voulez, si vous avez des questions et des trucs comme ça, faut pas hésiter. Excuse-moi, c'est François-Xavier là du Sage Prénom. Ouais. Est-ce que tu peux revenir sur la notion de banquette, s'il te plaît? Oui, alors en fait, quand je vous disais, Maxime, il avait étudié donc tous les cours d'eau, enfin la typologie des berges en situation de référence. Et en fait, il a marqué les berges auxquelles était associée une banquette. Donc en fait, une banquette, tu sais, c'est un atterrissement qui se situe dans le lit mineur, qui est collé à la berge. Et en fait, ces atterrissements, soit ils sont faits de matériaux, on va dire, graveleux, enfin,
gravelot pierreux, ou alors des fois c'est des limons qui ont tendance à se végétaliser avec la baisse du niveau d'eau. Donc en fait, souvent il y a des techniciens rivières qui font de la restauration par pose de banquettes minérales, donc en cailloux ou végétales. Et donc voilà, c'est pour ça, là, ça fait partie des 9% D'accord. associés à des banquettes. C'est ce qu'on va retrouver un peu dans les zones de méandres sur la partie. Oui, en fait, dire, oui, je vois la partie convexe, en fait, oui. voilà, c'est une zone de dépôt, qu'elle soit minérale ou végétale ou du limon. Enfin, c'est quelque chose qui resserre un peu le lit à certains endroits, quoi, si tu veux. Mathieu, moi j'avais une question. Ouais, vas-y, Céline. Oui, en fait, ce que tu dis, parce que ça rejoint un peu la question de la banquette, ce que tu dis, en fait, c'est valable que sur les sections rectilignes ou aussi dans les méandres, parce qu'effectivement, je pense qu'on est aussi un peu influencé sur les schémas qu'on a pu voir avec Ouais, voilà, des berges en pente douce ouais, dans les méandres. Enfin, voilà. ouais. Alors, en fait, là, sur les résultats que je vous présente, je disais, il a étudié donc à peu près la typologie de 500 berges. Donc, en gros, il n'a pas, et j'ai pas non plus fait l'effort de pouvoir, trier ces résultats. En gros, là, les résultats que je vous propose, les 500, le pourcentage, c'est fait sur ces 500 berges. Et je ne sais pas si c'est uniquement dans les points d'inflexion des méandres, dans les berges. Enfin, à mon avis, il y a un peu de tout. Donc, du coup, le résultat, il est un peu dilué dedans, quoi. Je pense que tu as à la fois dans les méandres et à la fois dans des zones plutôt rectilignes. Ok. Donc, voilà. Et oui, quand vous intervenez, là, c'est bien. N'hésitez pas à dire votre prénom, parce que des fois, je ne reconnais pas la voix de tout le monde encore. Donc, voilà. Du coup, je continue assez rapidement. Là, je voulais faire le lien entre du coup la forme de la berge et la rugosité. Alors, je vous rappelle juste, en fait, la rugosité, ça traduit, en fait, grosso modo, c'est les forces de frottement externes dues à la rugosité du fond et des parois qui permet de montrer, en fait, une résistance au passage de l'eau, quoi. Ça freine un peu le débit. Et il y a des études, donc là, c'était vraiment purement physique, qui sont assez récentes de 2018, qui montrait qu'en gros, à l'intérieur d'un cours d'eau, l'efficacité de piégeage des sédiments et le dépôt au sein du cours d'eau, il est vraiment dépendant de la géométrie des éléments en berge. Et ça, c'est hyper intéressant parce que les scientifiques, là, ils ont prouvé qu'il y avait une plus forte rétention donc, des sédiments avec des berges de forme rectangulaire. Et ça a été vérifié vraiment parmi une large gamme de configurations géométriques. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Là, on va faire le lien aussi entre du coup la texture de berge et la rugosité. Donc en fait, pareil, il y a des scientifiques du coup qui ont récemment étudié ces relations. Et en gros, on voit dans le tableau à gauche là, ils ont fait des études en augmentant en fait le pourcentage d'argile dans les berges. Et ils ont regardé la rugosité, la moyenne, la RA, c'est la rugosité moyenne. Et grosso modo, on voit que la rugosité des berges, en fait, elle diminue avec l'augmentation de la fraction d'argile dans la structure des sédiments des berges. Alors ça, c'est, on va dire, c'est assez normal, hein, on le voit en gros plan là. La photo A, c'est celle qui correspond à 10% d'argile. La photo E, ça va être celle qui correspond à 30%. Et en fait, l'argile, elle a une structure vraiment ultra compacte. Plus il y en a, c'est ce qui donne aussi son imperméabilité en fait. Et donc, du coup, plus les contacts, on voit, plus elle est plutôt lisse. On voit bien, là, à l'œil, il y a moins de rugosité ici que là. Et du coup, ça entraîne donc moins de frottement et du coup, moins de résistance à l'eau. Donc, ça veut dire que plus les berges sont argileuses, moins il y a de rugosité. Alors là, vous allez vous dire que je parle pas mal de rugosité. Ben, en fait, c'est pas fini parce que je parle de ça parce qu'en gros, le manque de rugosité, ça a été défini par pas mal de chercheurs comme trop souvent présent, on va dire, après la restauration. Et c'est une aussi des limites du bon état, une des limites de l'atteinte des objectifs de la restauration. Donc là, je vous ai remis la définition de la rugosité. Donc j'aurais peut-être dû la mettre avant, en fait, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est la rugosité, c'est défini comme le coefficient qui caractérise la résistance qu'un tronçon oppose au passage de l'eau. Donc en gros, tout à l'heure, j'en parlais, hein, c'est le rôle de force de frottement externe, donc dû à la rugosité des berges et du fond. En fait, souvent, on oublie un peu l'importance de la rugosité des berges par rapport au fond. Par exemple, si vous faites un petit cours d'eau
à plein bord qui va faire 20 cm de hauteur, donc 20 cm de berge et 60 cm de largeur dans le fond. Ben, en fait, si vous regardez la proportion par rapport au périmètre là, de ce gabarit, ben, en fait, il y aura à peu près 40 cm de berge si on additionne les deux et 60 cm de fond. Donc ça veut dire qu'en gros, la rugosité du fond entre en compte dans 2/3 de la rugosité totale et la rugosité des berges rentre en compte dans 1/3 de la rugosité du lit. Donc vous voyez, c'est quand même pas si minime que ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc là, je vous présente des études de Miotka. C'est assez ancien, ça date de 2002, mais je trouvais ça vraiment parlant, facile à expliquer aussi, et hyper intéressant. Excuse-moi, Mathieu. Ouais. Excuse-moi, Mathieu, c'est de nouveau François-Xavier là. Ouais. Du coup, ça veut dire que, si j'ai bien compris, l'argile tend à avoir une rugosité moindre. Oui. Et du coup, tu préconises plutôt de façonner les berges avec une rugosité importante, et donc du coup de ne pas utiliser de l'argile. Non, c'est pas ça. Tu vas voir, en fait, on va faire la conclusion de toutes les petites remarques que j'ai fait tout à l'heure dans une diapo. Ah, d'accord. Mais en fait, non, mais tu as raison d'intervenir, c'est bien. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que l'argile a tendance à diminuer la rugosité. Et comme nous, on voit que la restauration des cours d'eau, des têtes de bassin, chez nous, c'est essentiellement dans l'argile, on ne va pas déplacer le lit juste pour ne pas trouver de l'argile, en fait. On va vraiment le créer dans l'argile, mais du coup, pour essayer d'augmenter la rugosité, on va essayer de donner une géométrie au cours d'eau qui permet justement de limiter cette perte de rugosité. Et cette géométrie-là, c'est une géométrie rectangulaire. Mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. En fait, ça va faire partie de la diapo de conclusion pour rassembler tout ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup. Tiens, FX, tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Je crois que c'est toi. Merci, super. Du coup, oui, je disais, je voulais vous montrer là donc les études de Miotka qui ont été faites, c'est des chercheurs finlandais, ils ont fait ça en 2002. En gros, ils ont décidé d'étudier la rugosité des sites avant et après restauration et les comparer à des cours d'eau qui étaient naturels. Donc en gros, leurs cours d'eau naturels, ils étaient situés sur le même bassin que leurs cours d'eau dégradés. Et du coup, leurs tronçons de cours d'eau dégradés, ils étaient rectifiés à cause de pratiques forestières. Et ils ont décidé de les restaurer avec de la recharge granulo et du reméandrage ponctuel. Grosso modo, ça ressemble vraiment à ce qu'on a chez nous, quoi, souvent. Et ils ont étudié la rugosité en mesurant la capacité de rétention des feuilles par rejet homogène. On voit là, c'est la pourcentage rétention efficiency, donc c'est ça, c'est la capacité de rétention des feuilles. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en gros, sur les petits cours d'eau de tête de bassin, il ne faut pas oublier que les feuilles et le bois mort, en fait, c'est des éléments de base du moteur de la chaîne trophique. Grosso modo, ça apporte des sources de carbone et puis aussi des nutriments. Donc c'est intéressant d'étudier ça, et puis en plus, ça traduit assez bien la rugosité, parce que c'est ce qui prouve, c'est ce qui se retient en fait en berge. Donc voilà, ça traduit la rugosité. Et du coup, ce premier graphique, il est intéressant, parce qu'on voit en abscisse, c'est les débits, et en ordonnée, du coup, la capacité de rétention. On voit que pour les cours d'eau qui sont chenalisés, donc rectifiés, là, ici, la capacité de rétention des feuilles est extrêmement faible. On voit que pour les cours d'eau restaurés, les points noirs, là, la capacité de rétention, elle augmente, mais elle n'atteint pas la capacité de rétention des cours d'eau naturels, alors qu'on est sur les mêmes bassins, il y a les mêmes caractéristiques et tout. Donc ça, ce premier graphique, déjà, il nous prouve que la rétention, elle est indépendante des débits. Ce deuxième graphique-là, ils ont étudié, pareil, capacité de rétention des feuilles avant restauration en blanc, après restauration en noir, et comparé au cours d'eau naturel. Grosso modo, c'est un peu ce graphique-là, mais indépendant du débit. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, en gros, on voit bien qu'après 3 ans, la capacité de rétention des feuilles, elle augmente, mais elle ne s'approche pas du tout de l'efficacité de rétention des cours d'eau naturels. Donc en gros, ça, ils ont démontré donc, que les cours d'eau restaurés, ils ont vraiment donc, une rétention des feuilles extrêmement faible, donc ça veut dire une rugosité faible. Et ça, c'est clairement lié à leur structure de lit qui était hautement simplifiée et à leur manque de rugosité. En gros, pour faire simple, pour les stations en situation de référence, il y a un niveau de complexité du lit qui est assez élevé. Et par rapport aux cours d'eau restaurés, en fait, il y a vraiment un gap en termes de complexité. Et ça, c'est dû à la rugosité. Et du coup, dans ces mêmes études-là, les scientifiques ils se sont dit, tiens,
on va étudier la biologie, parce que les bioindicateurs, les macro-invertébrés, parce que du coup, il ne faut pas oublier que aussi c'est les indicateurs de bon état. Et en gros, donc là, dans le graphique, à gauche, vous avez la densité d'individus. Et en abscisse, là, vous avez les différents groupes. Là. Donc ça, c'est les gratteurs, les collecteurs, filtreurs, brouteurs et prédateurs. Ouais. Et en gros, là, c'est pareil. Ils ont vu que il y avait avant restauration, après restauration et sur les cours d'eau naturels, que en gros, la densité de macro-invertébrés augmentait un peu là, après restauration, mais n'atteignait pas les densités qu'il y avait sur les cours d'eau naturels, alors qu'ils étaient seulement à quelques kilomètres linéaires de ces secteurs-là étudiés. Donc quelques kilomètres linéaires à vol d'oiseau et aussi en linéaire de cours d'eau. Donc c'est vraiment pas loin, quoi. Et ça, du coup, ils ont démontré qu'en gros, ces faibles proportions là après restauration, c'était principalement dû à la faible rugosité. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, s'il y a une faible rugosité, ça veut dire qu'on a une faible diversité de microstructures. En gros, il y a un petit peu moins d'alternance de faciès, un peu moins de bois mort, un peu moins de sous-berges, un peu moins de racines. Et du coup, s'il y a moins de microstructures, ça veut dire qu'il y a moins de micro-habitats. Et du coup, par définition, s'il n'y a pas de rugosité, il y a moins d'habitat. Donc en fait, il y a moins d'habitat pour la biologie. Donc c'est un peu naze, entre guillemets, pour les macro-invertébrés. Et du coup, par ricochet, pour les poissons aussi, quoi. Excuse-moi, c'est Oui. marrant. Ouais. Est-ce que tu as un biais aussi au niveau temporel entre tes cours d'eau restaurés et tes cours d'eau naturels? Les cours d'eau naturels vont avoir des années et des années d'équilibre dans leur écosystème, alors qu'un cours d'eau Ouais. restauré, on sait qu'il lui faut aussi des années. Donc, je ne sais pas si dans les données, tu peux nous dire s'il y a des âges de restauration en fait sur les cours d'eau restaurés étudiés. Ouais, alors du coup, là, je disais, il y a 3 ans d'écart entre, quand tu vois before et after, là, il y a 3 ans d'écart entre ces cours d'eau-là. Mais il y a pas mal, donc tu vois, il a été, je sais plus, il a dû être restauré en gros, ils ont dû faire le before restauration avant en 1999 et after, ils ont dû le faire en 2002, je crois. Ouais. Mais du coup, Et- tes Et eaux non, naturelles. mais non, je suis con, excuse-moi, ils ont fait, c'est marqué les dates en plus. Ils ont fait en 1993 avant restauration et 1996 après restauration. Mais du coup, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a certes un petit biais au niveau de la recolonisation, mais en fait, dans leur étude, ils expliquent que leurs cours d'eau, en fait, si tu veux, c'est des bassins qui sont extrêmement préservés. Ils ont fait ces études-là à seulement, je te dis, 1 ou 1,5 km d'écart en linéaire. Donc en fait, c'est prouvé que la biologie, elle revient quand même assez vite, 3 ans après, soit par dévolaison, soit par vol quand c'est des adultes. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont essayé de limiter, je suis d'accord avec toi, il y a un petit biais là-dessus, mais ils ont essayé de le limiter au maximum en prenant des bassins extrêmement résilients et des tronçons de cours d'eau très très proches dans l'espace en fait. Ouais, parce que nous, on voit, j'ai vu sur la sèche que même après 7 ans de restauration, il y a encore des évolutions, en fait. C'est pour ça, Ah 3 oui, ans. après la sèche, il n'y a pas de cours d'eau, on va dire, de référence et il n'y a pas de bassin entre guillemets, en très bon état par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres secteurs de l'Union européenne. Là. Mais je vois ce que tu veux dire. En effet, peut y avoir un biais, comme tu le dis, et il est probablement présent là dans ce graphique, mais en tout cas, ils ont essayé de le limiter au maximum, quoi. D'accord. Merci. Et de rien. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'en gros, voilà, pour faire simple, là, qu'ils avaient prouvé qu'il y avait une faible rugosité, donc faible diversité de micro-habitats, et du coup, faible présence en densité de macro-invertébrés, du coup, ça peut jouer sur la chaîne trophique aussi après. Et du coup, ces chercheurs-là, 10 ans après, ils ont du coup essayé de démontrer, enfin, ils ont prouvé du moins qu'en gros, il y avait un réel intérêt à restaurer des conditions qui étaient proches de l'état naturel pour aboutir vraiment à un niveau de complexité hydromorphologique très important. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on s'en fout un peu de la référence passée et on recrée souvent des conditions qui ne sont pas celles qu'on devait retrouver normalement. En fait, on fait des trucs qui sont trop simples, trop propres, et du coup, il faut vraiment essayer de chercher des degrés de complexité physique plus élevés dans les cours d'eau, et ça passe par la présence de rugosité. Donc, j'ai quasiment fini. Là, je vous fais la petite diapo de conclusion sur la forme du lit et la rugosité. Donc là, ça va rejoindre un peu sur ce que disait François-Xavier tout à l'heure. Donc tout à l'heure, au début, là, on a vu en fait
que les berges en texture argileuse, je vous disais que la texture argileuse, pardon, ça entraîne une perte de rugosité, enfin, ça entraîne peu de rugosité. Que ça a été démontré que les berges en pente douce, ça entraînait aussi peu de rugosité. Et du coup, là, je venais de vous dire que s'il y a peu de rugosité, bah, en gros, il y a une faible diversité d'habitat, c'est pas terrible, quoi. Et donc, du coup, ces trois choses-là, ça permet d'essayer de dire qu'il faut absolument éviter des gros linéaires de berges en pente douce pour des systèmes argileux en tête de bassin versant. Et que du coup, ça nous amène à confirmer le fait qu'il faut absolument pouvoir préconiser donc, des berges basses subverticales pour les cours d'eau de tête de bassin versant à dominance argileuse. J'insiste là-dessus, hein, c'est sur les têtes de bassin à dominance argileuse. Et donc, du coup, ça, c'est conforté. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, ce qu'on a vu, c'est des principes vraiment physiques et biologiques qui sont liés à la rugosité, ce que je viens de vous montrer, et conforté aussi par des observations et le retour d'expérience qu'on a vu au début là, en situation naturelle. Donc, les retours d'expérience de Michael et ceux de Maxime pendant 6 mois à son stage de l'ADR. Donc, grosso modo, voilà ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps j'ai duré. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous voulez intervenir là-dessus, ou même avoir des remarques ou comparer par rapport à ce que vous faites, ce que vous pouvez trouver, vous, sur vos territoires. Ou même, comme c'est la première du jour de la club, là, si vous avez, s'il y a des trucs que vous voulez que je bosse pour les prochains coups, si je sais pas, si la forme ça vous convient pas, ou si vous voulez plus de photos, ou je sais pas, allez-y, là c'est le moment, on peut échanger là-dessus. Moi, je trouve que pour une première, c'est très bien comme ça. Là, c'est illustré, il y a de la matière. C'est Guillaume. Ah ok, super, bah merci, ça fait plaisir. Mais je sais pas si vous pouvez, enfin, qu'est-ce que par rapport à ces préconisations-là et la démarche que j'ai essayé de suivre, est-ce que vous retrouvez un peu avec ça sur vos bassins versants? Vous trouvez que c'est pas forcément pertinent? Vous avez des questionnements par rapport à vos territoires? Là, c'est le moment, il faut y aller. Bonjour, c'est Florent. Alors, quand je vois la conclusion, berge en texture argileuse, peu de rugosité. Et donc, en fait, la rugosité, on la crée par le fait de mettre des berges subverticales à verticales, c'est ça? Ouais, en gros, la rugosité dans un cours d'eau, Ouais. Ouais, en fait, dans le cours d'eau, il y a deux, je disais, il y a la rugosité de fond et des berges. Ah oui, c'est ça, d'accord. La rugosité de fond, c'est assez connu. Pour la créer, souvent, on met de la granulo dans le fond parce que, tu vois, imagine si tu marches pieds nus sur les barges d'argile dans le fond, bah, en fait, tu vas avoir tendance à glisser et à tomber. Alors que si tu marches sur un tapis de cailloux, bah, peut-être tu as mal aux pieds, mais en fait, tu tiens. Donc, du coup, ça, c'est pour la rugosité de fond. Souvent, c'est bien clair dans la tête de tout le monde, mais on oublie souvent l'importance de la rugosité des berges aussi pour les têtes de bassin. Et donc, en Et fait, du coup, voilà, c'est ce que tu disais là. Et la rugosité en berge, on l'a créée à la fois par la présence de bois mort, enfin de microstructures en fait en berge, et par sa forme géométrique en fait. Et alors la diapo d'avant où Ouais. il restaurait et donc on avait moins de. Je sais plus. C'était laquelle que tu dis? Oui, ouais, voilà celle-là. Où en Ok. fait on a une rétention qui est moindre du fait avec la restauration. Oui. Est-ce que c'est une restauration qui a été quand même faite bien calibrée ou et qui manque en fait une diversité dedans ou c'est parce que ça c'était pas les bonnes berges, c'était pas les. Si, justement, en fait, ils ont vraiment essayé de... Ah ouais, non, ça c'est pas, c'est intéressant ce que tu dis. Et bah, c'est une bonne question. Je vais te dire, je sais pas. Parce qu'en fait, peut-être en effet, peut-être que le manque du coup de rugosité, enfin le manque de capacité de rétention et le manque de rugosité, c'est peut-être dû en effet à une géométrie du lit qui n'est pas adaptée, parce que là en 2000, il n'y avait pas autant d'études qui étaient sorties dessus. Donc peut-être que ce que tu dis, c'est vrai, ouais. Parce qu'en fait, l'étude est intéressante, mais donne pas forcément
les choses à faire à part augmenter la rugosité. Mais alors voilà, on ne sait pas si c'est du fait là le biais, il va pas le biais, mais en fait la perte de rugosité elle est liée à ces fameuses pentes de berge ou si c'est autre chose, c'est-à-dire des sous-berges, les autres. Ah bah, en fait, ouais, en fait, tout ça, c'est assez lié. En gros, comme on disait que c'était indépendant des débits, en gros, c'est lié comme tu dis, au gabarit du lit. Donc, soit c'est la forme des berges qu'ils ont donnée qui n'est pas forcément adaptée dans leur situation et du coup, ça entraîne une perte de rugosité. Mais en fait, tout ce qui est sous berge, bois mort et tout, en fait, tout ça, c'est lié comment dire, tous les diversités d'habitat et de microstructures, c'est vraiment lié aussi au gabarit du lit. C'est-à-dire que si les berges sont en pente douce, et ben évidemment, Allô. créer des sous-berges, donc évidemment, il y aura moins de rugosité. Tu vois, tout ça, c'est lié, quoi. Ce qui est vrai que dans l'étude, en fait, il faudrait qu'ils refassent un passage pour voir 10 ans après si on est toujours dans la même configuration. Bah ouais, c'est vrai, il n'y avait pas ça dans le truc, ça serait intéressant. Bah, faudrait que je regarde, ça se trouve, ils ont peut-être publié d'autres trucs. Mm. Je me renseignerai si je trouve, je t'enverrai. Parce que la remarque qui a été faite là, pendant l'exposé sur le fait que le cours d'eau, c'est que 3 ans après, les racines ne sont pas encore développées, il y a encore des évolutions qui peuvent être faites, quoi. Alors, parce que c'est sûr que quand on refait un méandrage ou autre, on donne quand même des formes simples au départ, et puis après, on laisse la rivière travailler, quoi. Donc, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, du coup, il faut essayer de lui donner les formes adéquates pour qu'elle puisse, comme tu dis, travailler au maximum, quoi. Donc, améliorer son efficacité de travail, quoi. Et ça, c'est bien la conclusion qu'on voit. On voit bien qu'en fait, en tout cas, pour des secteurs à dominante argileuse, qu'il faut s'orienter vers des gabarits avec des berges subverticales. Moi, c'est bien, c'est clair. Ça. Sinon, Mathieu, Merci. par rapport à la remarque de Florent, là, c'est vrai que Ah oui, pardon, Guillaume de Saint-Quay de la Sèche. Nous, on avait fait un reméandrage avec des berges de subsurface, subverticales, il y a 7 ans. Ouais. Et on voit maintenant le rôle. On avait fait de la plantation d'aulnes en berge. Et on voit le rôle des racines des aulnes dans la rugosité de la berge qui a réactivé en fait le processus d'érosion de transport sédimentaire. En fait, le granulat qu'on avait porté dans le fond n'avait pas trop bougé en fait sur les 7 années là. Et lorsqu'il est apparu en fait les racines d'aulne sur un gros bon linéaire de berge, ça a apporté de la rugosité à la berge, ça a reporté la force de cisaillement en fait dans le fond du lit. Et ça a réactivé le processus d'érosion des sédiments, quoi. Donc, c'est là on s'est vraiment aperçu du rôle de la végétation des berges sur la rugosité des berges, c'est vraiment important, quoi. C'est top ça. Et vous faites le lien un peu. Tu dis ça parce qu'il y a. Est-ce que c'est un des sites qui est suivi par comment il s'appelle le gars du projet Berceau là qui fait l'étude de la ripiscible justement par rapport au maintien des lits? Non. Ah, c'est dommage, ça pourrait être intéressant celui-là. Ouais. C'est pour ça que pour les zones, c'est un petit cours d'eau, qui faisait à peu près 20 cm de berge. Et donc les racines d'aulne plongent bien jusqu'au milieu du lit presque. Ça a vraiment un impact sur les berges et le fond du lit. Et c'est assez impressionnant de revoir tout le sédiment qui a été remobilisé derrière au bout de 7 ans. Ça a vraiment tout réactivé, quoi. Toute la dynamique sédimentaire a été réactivée, quoi. Ok. Au bout de 7 ans. Salut, Aurélien Dulimont. Guillaume, je me demandais, tes aulnes, tu te rappelles à combien tu les avais plantées initialement après restauration à la distance par rapport à ton cours d'eau? On était on était sont pas très loin, à moins de 50 cm. Et tu vois, au bout de 7 ans, ils font presque 20 cm de diamètre déjà. Des beaux aulnes, là. D'accord. 10 mètres de haut. Et
Et les racines sont même à 30 cm, 40 cm de la berge, les racines sont allées chercher le fond du lit, quoi. Et son substrat est argileux sur ce secteur ou plutôt limoneux? On avait enlevé un petit peu la plisse, la couche végétale. Et après, je sais plus trop comment c'était, mais c'est vrai qu'on est sur un contexte argilo-limoneux, limoneux-argileux, mais bon. C'est des berges assez cohésives quand même, globalement. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, d'où l'importance du coup de diminuer le gabarit de son lit pour permettre une érosion et regagner au niveau de la rugosité avec les racines fermes. Ouais, c'est ça. Le ligneur se réajuste progressivement avec les crues morphogènes, avant qu'il y ait la végétation qui vienne un peu figer la situation, on va dire, enfin, plus ou moins. Et c'est intéressant, ça a laissé 5-7 ans au lit de se réajuster au niveau de sa forme, de largeur de plein bord notamment. Et je me permets de rebondir sur, je ne sais plus qui a parlé de ça là, par rapport à la restauration, peut-être que c'était mal calibré. Et je pensais, Mathieu, peut-être un point que tu n'as pas forcément évoqué, enfin, je ne sais pas si ça a été fait si cette distinction a été faite dans l'étude, mais c'est aussi beaucoup la sinuosité qui va jouer sur la rugosité. Est-ce que les restaurations ont été faites de manière plutôt légèrement sinueuse, alors qu'on est plutôt sur des secteurs de référence qui sont à tendance méandriforme? Ça joue aussi énormément, je pense, sur la rugosité. Ouais. Du coup, ça, j'ai été un peu vite, mais je l'ai dit au début, en gros, leurs cours d'eau, évidemment, à l'état naturel, leurs cours d'eau de référence, ils étaient méandriformes. Ça fait partie aussi des critères des cours d'eau de référence. Et en gros, leur restauration, donc, ils l'ont restauré en faisant un mixte entre du reméandrage et apporter de la recharge granulo par-dessus. Donc là, quand on dit reméandrage, par définition, c'est c'est pas un coefficient de sinuosité de 1,2, quoi. C'est un vrai reméandrage avec un coef de 1,5, voire plus, quoi. Donc, au niveau de l'aspect sinuosité, comment te dire ça, l'indice sinuosité qui rentre en jeu dans la rugosité, là pour le coup était la même entre le cours d'eau restauré et les cours d'eau naturels, quoi. Enfin, en situation de référence. Ok. Mathieu, ouais. C'est François-Xavier là du Sage Conon. Yes. Sur tes photos là que tu montres à droite et à gauche, là, c'est des cours d'eau de quel rang, ça? Ça, à droite, c'est un rang 1, juste avant une confluence, avant qu'il passe en rang 2. D'accord. Et à gauche, je sais pas si Julien Larcher est connecté, c'est sa restauration, donc il peut peut-être te répondre, je sais pas s'il est là. Mais ça doit être pareil, un rang 1, normalement, c'est dans la forêt de Rennes. Parce qu'il y a déjà pas mal de... Bonjour Mathieu. Salut Julien, c'est bien un rang 1 sur ta restauration, dans la forêt de Liffré, là, ou forêt de Rennes, je sais plus. Okay. Oui, c'est un rang 1, ouais. D'accord. Et c'est des photos prises en période hivernale plutôt ou... Oui. C'est pendant la photo là, elle était en février, je crois, ou mars à gauche, et celle à droite, je sais plus, mais c'était au moment des pluies avant qu'il passe à plein bord, donc. Alors, je pose cette question-là parce que, alors moi, je suis pas du tout technicien rivière, mais c'est vrai que je me dis que quand on dit que les berges, les préconisations de gabarit, tout ça, en tête de bassin, j'imagine qu'elles ne sont pas forcément les mêmes quand on arrive avec la confluence avec le rang 1 d'à côté qui forme un rang 2 et voire 3, qui a vraiment la tête de bassin où on est vraiment sur les petits pisseaux. Je me questionnais là-dessus, quoi. Parce que là, on voit qu'il y a quand même pas mal de débit, quoi, dans les petites photos qu'on voit, quoi. Ouais, alors c'est pas mal zoomé, hein. Là, c'est des gros zooms, hein. Là, quand tu vois le cours d'eau à droite, en largeur plein bord, il fait 70, je crois, grand max, hein. Et à gauche, c'est pareil, hein. J'ai zoomé, mais il y a un peu de débit. Ouais, après, ça a été pris autour de Rennes, donc ça, c'est des bassins qui sont moins préservés que chez toi, donc ça subit pas mal d'accoups hydrauliques. Ceux-là, ils débordent 10-12 fois à l'année, quoi.
avec les à-coups. Mais après, au niveau de la forme, ce que tu disais, quand tu remontes vers les sources, hormis les rangs zéro qui sont un peu moins connus pour la restauration et où on n'est pas trop sûr, même moi, je pourrais pas trop te dire quelles sont les meilleures méthodes pour restaurer les rangs zéro, mais en tout cas, quand tu vas remonter vers la source et que tu es toujours sur un lit unique, si on a tendance toujours à préconiser berge basse subverticale, mais par contre, c'est en ratio, tu vois, qui sera différent. Là, par exemple, si tu prends l'exemple de la photo de droite, de mémoire, je ne sais plus, les berges, elles doivent faire à peu près, bon là c'est biaisé un peu avec la végétation, mais ça doit faire 20 cm de hauteur par 60-70 de largeur. Et ben, quand tu vas remonter à côté de la source, tu vas garder ces berges basses subverticales, mais c'est ton ratio, ton gabarit de lit qui va changer. Tu seras peut-être à 8-10 cm de hauteur de berge pour 40 ou 30 de largeur, tu vois. Ouais, d'accord. C'est la forme ne change pas, mais c'est le gabarit, le volume à faire passer dedans qui change en fait. D'accord. Mathieu? Ouais. Mathieu? Ouais, c'est Ouais, Julien. ouais. Bah, du coup, c'était juste pour compléter, en fait, toute la difficulté de la restauration des têtes de BV, c'est de savoir où on fait commencer, où on démarre notre lit et où est-ce qu'on l'arrête. Parce qu'effectivement, sur tout à l'amont, sur des rangs zéro, bah, il y a des fois, c'est plus un débit diffus et puis des sources et des suintements. Et si au contraire, on veut se concentrer à restaurer le cours d'eau trop loin, bah, c'est peut-être l'effet inverse en fait qui peut se passer en surdrainant entre guillemets la tête de bébé, quoi. Donc, toute la difficulté, c'est de savoir où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on arrête la restauration, quoi. Complètement. Ouais, carrément. Bah, écoute, limite, je peux regarder. Enfin, je sais pas si j'aurai la réponse, mais ça peut peut-être faire partie d'un des sujets du Journal Club cette année. Si tu veux, je peux regarder un peu s'il y a des études rang zéro qui ont été faites par là et voir s'il en sort des préconisations ou au moins des choses intéressantes qu'on pourrait mettre en place pendant la restauration, quoi. Je regarderai ça. Et juste Mathieu, Ouais. juste pour revenir, quand tu disais berge de 8 cm de hauteur et 40, Oui. ouais. Du coup, quand tu as vraiment un assèchement en période estivale, le filet d'eau, il va. Tu sais, moi, j'avais toujours dans l'idée que quand bah, justement il y a de moins en moins d'eau dans les rivières, il faut concentrer un peu le Ouais, débit dans au un petit milieu, lit d'étiage. Ouais, tu vois, est-ce qu'il faut faire ça quand même ou comment? Ouais, alors, je sais pas si je vais te donner la meilleure de réponse, mais après, moi, juste mon idée personnelle dessus, c'est que j'ai pas mal entendu dire que donc, les lits d'étiage, c'était vraiment, comme tu dis, hyper important pour les gabarits un petit peu plus grands, en fait, de cours d'eau. Sachant que là, comme on est déjà sur des tout petits cours d'eau, par exemple, là, si on prend l'exemple, comme tu dis, du 10 cm de berge par 30 ou 40 de largeur, c'est, en face chantier, du moins, c'est quasi impossible de demander de créer un lit d'étiage dedans, parce qu'en fait, ton lit d'étiage, là, par rapport à ton QMNA5 pour un cours d'eau qui fait 10 cm de haut pour 40 de large, bah, en gros, ton lit d'étiage ferait qu'il puisse condenser les écoulements sur, je sais pas moi, 3 cm de hauteur et 5 ou 6 cm de largeur. Donc, en fait, en phase travaux, sur des tout petits gabarits de tête de bassin versant, créer un lit d'étiage, c'est hyper compliqué, quoi. Faut faire ça à la hyper cuillère, compliqué. quoi. Bah ouais, carrément. Du coup, c'est un peu chaud. Par contre, les lits d'étiage, comme tu dis, sur des cours d'eau un peu plus grands, style rang 3, rang 4, qui vont faire, je sais pas moi, 2 mètres de largeur à plein bord ou 3 mètres, tu vois. Là, c'est largement faisable après, avec le QMNA5, de faire passer un petit godet dans le fond pour créer une espèce de lit d'étiage de 30, 40, 50 cm de large et 10 cm de profondeur pour garder un écoulement resserré en période estivale, quoi. Après, moi, j'ai l'impression pour le lit d'étiage qu'en fait, même si on n'a pas la possibilité, pardon, de le créer lors des travaux de restauration, j'ai l'impression qu'avec, quand on arrive à peu près à dimensionner effectivement le cours d'eau et à garder les berges verticales, et la création en fait de la rugosité au cours du temps en fait permet à ce lit d'étiage de se créer lui-même en fait. Je pense que ça prend un peu de temps, mais enfin moi sur un petit cours d'eau j'ai l'impression qu'on a un peu cet effet-là, c'est-à-dire que la rugosité elle-même va
enfin, voilà, va créer ce lit d'étiage en fait qui est pas présent à l'origine. Ouais, tu as carrément raison, Céline. Souvent, c'est ce qui est observé sur des petits cours d'eau là où c'est un peu compliqué de le créer par lui-même. Le lit d'étiage, il a tendance à, si la granulo à portée est bonne, si la forme du lit est bonne, si la rugosité est bonne, s'il a un peu de puissance spécifique et du débit l'hiver, il va pouvoir charrier un peu tout ça et il y a une concentration des écoulements qui se fait. Et du coup, c'est vrai que parfois, comme tu dis, tu as le lit d'étiage qui peut se refaire tout seul. Mais ça, c'est l'optimal. C'est entre guillemets, c'est que tu as un peu gagné ton objectif de restauration, c'est que ça se porte plutôt bien, quoi. Donc voilà, je pense Bruno, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement. Ok. Ça va faire presque 1 heure là. Je pense qu'après ce sera un peu long pour le visionnage. Merci en tout cas de t'être proposé.